Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous présenter donc une vidéo de finale complète. Alors pourquoi je dis complète? Tout simplement parce que j'ai voulu commencer par traiter une fin de partie qui avait été jouée entre Magnus Carlsen et Levon Aronian. Et le problème que j'ai eu, c'est qu'en fait cette fin de partie m'a amené sur une première position, donc la leçon de Tarrasch, une deuxième position, on verra la position de Vancouras, et une autre position qu'il faut aussi connaître, qui est une position qui doit être connue des joueurs amateurs. Et donc le problème, c'est que je voulais traiter un sujet simplement en fait, et j'ai été obligé de le décomposer en plusieurs parties, et donc j'espère que ça sera quand même visionnable, mais en tout cas voilà, ça va être un petit peu plus compliqué que ce que j'aurais pensé au départ. Pour le reste, donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai posé une question hier dans une vidéo. J'ai demandé aux personnes si de traiter uniquement les pièges d'ouverture, c'était quelque chose qui leur plairait, qu'ils pensaient être sympa. J'ai eu plusieurs réponses. Alors j'ai eu des réponses qui me disaient que oui, c'était un très bon, que c'était vraiment un truc sympa, qu'ils apprécieraient, etc. D'autres qui ont été un petit peu plus mitigés, qui m'ont dit que c'était dommage peut-être de se limiter à ne faire que des pièges d'ouverture et peut-être traiter d'autres sujets. Vous savez que je suis particulièrement à l'aise en finale, donc c'est pour ça que j'aime bien traiter aussi les finales où finalement la logique et les connaissances de schéma sont peut-être ont peut-être plus d'impact qu'ailleurs. Et puis il y a aussi les autres personnes qui m'ont dit non, il faut vraiment faire autre chose, c'est dommage de limiter ton potentiel à ça entre guillemets, et donc ça serait pas mal que tu nous montres d'autres éléments. Donc là vraiment j'ai essayé de faire simple. Je me suis un petit peu planté parce qu'au lieu de faire simple, ça va être un petit peu plus compliqué que prévu. Mais j'espère vraiment en tout cas que ça sera accessible à tout le monde. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez pu bien comprendre les différentes idées et si j'ai été clair finalement en faisant les associations entre chaque position pour finalement comprendre ce qui se passe dans la partie de Carlsen et pourquoi Carlsen s'est planté, puisque oui il s'est planté, ce qui prouve au passage que n'importe qui peut faire des erreurs et passer à côté d'un gain ou plutôt perdre une partie qui était égale. Enfin voilà, on peut tous faire des erreurs même au plus haut niveau, donc ça rassure un petit peu, je pense, certains d'entre vous de savoir que même Carlsen, oui, il fait des erreurs. Dans des positions qui sont assez simplifiées parce que c'est de mémoire tour 3 pions, la position de Carlsen contre Aronian contre tour 1 pion. Donc voilà, vous allez voir que Carlsen pousse le pion H, qui est une erreur, alors qu'il aurait mieux fait de jouer un autre coup de roi un petit peu plus précis qui lui aurait permis de remporter la partie. Voilà, bon je me tais, je vous montre les positions, prenez du plaisir, à tout de suite. Donc voilà, on a devant l'écran la partie de Magnus Carlsen, qui était à l'époque 2877 contre Levon Aronian qui était 2805. Dans cette position, Magnus va jouer le coup H6. Et c'est une faute, on va voir pourquoi. C'est pas le coup qu'il aurait dû jouer. Il aurait dû jouer le coup roi C2 qui lui aurait permis de remporter la partie. Tandis que le coup H6, on va voir, ne lui permettra pas de remporter cette partie. Alors, avant de pouvoir vraiment expliquer cette position, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je vous montre d'autres positions. Et ça va faire un petit peu... comme les poupées russes, chaque position va ramener sur une autre position, etc. Et au final, on va pouvoir comprendre un peu ce qui se passe. Avant toute chose, je voudrais commencer par vous montrer une position de base, celle-ci. Et cette position de base, en fait, c'est que, quel que soit le trait, la partie est nulle si jamais le roi noir reste sur les cases H7 et G7. Bien évidemment, s'il quitte ces cases, c'est une défaite immédiate. Mais s'il reste sur ces cases, il n'y a pas de souci. Cette position est connue pour être nulle. Alors pourquoi est-ce que je dis que s'il quitte ces cases, c'est foutu. Déjà, s'il va sur une case de la 6e rangée, ce qui va se passer, c'est que les blancs vont faire tour échec et ensuite vont pouvoir pousser le pion à dame. Je montre ça de façon grossière. Admettons qu'on joue ça. Voilà, s'il fait roi F6, tour échec, hop, le pion va à dame. Alors, on s'en fout que la tour soit attaquée, puisque quand on fait dame, tout simplement, la dame protège la tour. Ça, c'est le premier point. Donc, pas de souci ici pour les blancs qui vont gagner la partie facilement en finale, tour roi contre roi.
Ok, donc ça, c'est pour les cases de la 6e sur lesquelles le roi ne peut pas aller. Maintenant, si le roi va sur la case F7, eh bien c'est une enfilade, hein, tout simplement. Tour H8. Alors, on as de fer dame, même idée. Et si la tour noire prend, eh bien on fait simplement l'enfilade et on finit comme tout à l'heure avec la finale tour et roi contre roi et c'est gagnant, tout simplement. Alors ok, on va revenir en arrière, on va voir qu'en fait le plan des blancs de monter le roi ne suffira pas à gagner. Alors bien sûr, hein, le roi va monter, mais dès qu'il sera, dès qu'il sera proche du pion, on va faire pleuvoir des échecs verticaux de la dame noire, comme ça, sur les colonnes. Et puis le roi va devoir s'écarter, on remettra des échecs. S'il redescend, il s'écarte du pion, donc du coup on va pouvoir remonter la tour. Alors pour faire court, je vais vraiment aller le plus simplement possible. On va le faire aller directement, comme ça on ne se prend pas la tête, ça gagne du temps. Voilà, le roi atteint cette fameuse case critique. Là il menace de faire partir la tour, par exemple sur E8 ou ailleurs, hein, et de faire dame ensuite. Et nous ce qu'on va faire, c'est que tout de suite, on va faire tour échec. Tour échec, donc s'il reste sur les deux colonnes A et B, on fait des échecs perpétuels. S'il essaie de redescendre, on continue quand même les échecs. Voilà. Dès qu'il arrive par là, on peut simplement remonter. Il va devoir remonter et on fait que répéter finalement les coups, quoi. Il remonte, voilà, on descend, on remonte. C'est totalement égal. Donc voilà, c'est impossible de gagner cette finale avec les blancs. C'est très intéressant de voir que dans cette position de base que je vous ai montré, le pion est déjà sur l'avant-dernière rangée. On verra que ça ne sera pas le cas dans la partie de Carlsen, que ça ne sera pas le cas non plus dans l'autre position que je vais vous montrer, qui est la leçon erronée de Tarrasch, et encore moins dans la position de Vancoura. On verra que c'est pareil, le pion ne sera pas sur l'avant-dernière rangée, mais l'avant-avant-dernière rangée, ce qui fera toute la différence. Alors, la leçon erronée de Tarrasch, c'était de dire que dans cette position, eh bien, les blancs jouent et gagnent. Et en fait, on a démontré que dans cette position, les blancs jouent et ne gagnent pas, ils font nul, si les noirs trouvent la bonne défense. Alors, comment trouver la bonne défense? Ça peut paraître un peu compliqué, puisque le problème, c'est que le roi va monter et va venir se faufiler sur la case A7. Et donc bien sûr notre idée initiale de faire des échecs verticaux derrière sur les colonnes A, B, C par exemple ne marche pas bien sûr, puisque ça fait un petit peu comme dans le pont de Lucena, le pion A6 va servir de couverture et va empêcher la tour noire de faire des échecs verticaux. Donc si on ne peut pas faire des échecs verticaux, pas de souci, on a inventé les échecs latéraux qui marchent aussi très bien, et c'est la position de Vancoura. Et donc voilà la fameuse position de Vancoura dans laquelle les noirs peuvent faire nul. Alors de deux façons différentes, hein, les blancs ont deux plans pour essayer d'avancer leur pion à dame. Le premier, donc, c'est d'aller directement sur la case A7, hein, donc à proximité du pion et de la tour, et on verra que ça ne fonctionne pas. Et la deuxième, c'est peut-être de venir ici titiller un petit peu la tour si elle vient mettre des échecs. Et on verra que ça ne fonctionne pas non plus. Alors, le premier coup des noirs, ici, c'est tour F5. Tour F5, les blancs peuvent jouer, par exemple, roi C4. Et puis après, le coup tour F6. Alors, si jamais, bien sûr, les blancs se mettaient à pousser le pion sur A7, on retomberait dans la position de base que je vous ai montrée après tour A6 et ça serait juste partie nulle. Après par exemple roi B5, tour A1, on met la tour le plus loin possible en général, par convention. Roi B6, tour B1 échec, etc. Roi A6, tour A1. Et on repart exactement sur le même schéma de nul. Donc si je reviens dans la partie après tour F6, roi B5, hein, pour essayer peut-être de passer, et puis d'aller en tout cas d'aider le pion à aller à promotion, alors peut-être comme ça ou peut-être en poussant le pion, peu importe. On va aligner, alors je me trompe là, c'est tour F5, on va aligner des échecs latéraux et en fait les blancs ne pourront jamais s'y soustraire. Roi B6, tour F6, roi A7, et là on voit que contrairement à tout à l'heure où on avait
choisi des échecs verticaux. Quand on choisit des échecs latéraux, eh bien, on peut faire échec alors que le roi est sur A7, il n'y a aucun souci. Tour F7 échec et on va répéter les coups. Roi B6, tour échec. Alors, il peut essayer de revenir cette fois-ci vers la tour, comme je le disais tout à l'heure, mais on verra qu'il n'y aura pas plus d'avancée en faisant ce plan-là. Tour F5, roi D6, tour F6. Et c'est pareil, hein, s'il vient par exemple sur E5, on ne peut plus faire tour F5 échec, mais on peut parfaitement faire tour B6. Et on passe de l'autre côté. Et maintenant, si roi D5, eh bien, on peut simplement faire tour F6. Si roi C5, eh bien, les échecs recommencent à pleuvoir avec tour F5 échec, etc. Donc c'est une position qui est nulle, puisque les blancs ne peuvent pas avancer avec leur pion, ne peuvent pas aller mettre leur pion à promotion, et ils ne peuvent pas non plus cacher leur roi. Donc le roi va subir des échecs où qu'il aille sur l'échiquier. Alors je voudrais un petit peu développer ça en montrant finalement cette position. Et cette position, elle est tirée du magazine Échecs en URSS daté de 1950, où un maître international double champion du RSS, Piotr Romanowski, publie, donc cartographie, toutes les cases sur lesquelles le roi blanc doit être si on veut que la position soit égale. Donc toutes les cases où j'ai mis un cercle vert sont des cases. Si le roi blanc est dessus, la position sera égale. Bon, s'il n'est pas dessus, les blancs ont des chances de gain. Les blancs vont gagner. Voilà, vous avez une petite idée donc de l'endroit, de la zone où doit être situé le roi blanc pour que cette idée de Vancouras fonctionne et permette de faire partie nulle. Donc évidemment, je vais temporiser un petit peu mon propos de tout à l'heure. Ce n'était pas vraiment une leçon erronée de Tarrasch. Elle était erronée parce que la position l'était, mais dans l'idée, Tarrasch n'avait pas forcément tort, puisque si le roi blanc est sur une autre case que les cases qui sont signalées par un cercle vert ici, eh bien les blancs peuvent l'emporter. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais rajouter ici. Alors on peut voir, hein, je peux vous montrer quelque chose, si vous voulez, hein, une petite démonstration. Par exemple, voilà, roi D6, comment est-ce que ça gagnerait? Donc on peut repartir sur une position de Vancouras. On va mettre la tour en F1, et je vous montre, hein, voilà, bon, la tour normalement elle est sur A1, mais là le roi est déjà sur D6, hein, si on regarde, il est déjà sur D6, alors comment est-ce que ça gagne? C'est un petit peu une position bonus, alors c'est pas extrêmement simple, ça va pas être facile pour moi d'expliquer tous les coups, puisqu'il peut y avoir une multitude de variantes possibles. Je vais juste en sélectionner une que j'estime être peut-être la plus facilement compréhensible, c'est celle-ci en fait, de faire tour A7 dans un premier temps, de forcer le roi noir à se mettre sur la bande de l'échiquier, donc roi F8 par exemple, hein, ici. Et maintenant, on va juste jouer roi E6 pour essayer de gagner cette partie. Alors, bon, j'imagine que les noirs vont opter pour une défense, entre guillemets, facile, avec tour E1 échec, roi D6, tour D1 échec, roi C7, voilà, tour C1 par exemple, roi B8, c'est tour 1 tout de suite. Bon, ça change pas grand chose, mais tour A8, excusez-moi, voilà, tour A8, voilà, je vais y arriver. Et donc dans cette position-là, le coup, c'est bien évidemment de faire roi E7, puisqu'on a la menace de découverte, hein, tout simplement, hein, ici avec la tour sur le roi. Et donc pour un peu plus de précision, il vaut mieux jouer directement roi E7. Donc roi E7, roi B7, alors là on a la menace de pousser le pion. On va voir que cette fois-ci, comme le roi se décale dangereusement des deux cases situées sur donc G7 et H7, on va pouvoir pousser le pion et rentrer dans une finale gagnante. Il suffit juste en fait d'éviter les échecs de la tour noire et ça sera assez facile à réaliser. Tour B1 échec, roi C6. Tour C1 échec, roi D5. Alors on pourrait aller ailleurs, hein, peu importe, hein, c'est un plan qui fonctionne. Hein. Pareil, les noirs pourraient utiliser d'autres façons de défendre ici, peu importe, c'est pas le sujet. Roi E4, tour E1 échec, roi F3, tour F1 échec, roi G2, tour A1. Et là maintenant, comme le roi est mal placé, eh ben, on a juste à faire A7 et on sait que cette finale gagne,
puisque le roi ne peut pas venir au prochain coup sur l'une de ces deux cases-là. Et donc quoi qu'il fasse, c'est perdant. Par exemple, roi F7, on retrouve le coup tour H8 qui menace de faire dame. Si les noirs prennent ici, on fait tour H7 et on capture la tour noire, tout simplement. Donc ça, c'est la première option. Bon, s'il part sur la sixième, ça ne changera rien. S'il essaie de faire des échecs latéraux, ça ne changera rien non plus parce que ben, cette fois-ci, on va juste se rapprocher de la tour. Hein. Par exemple, juste ça. Voilà, mince. Décidément, j'ai la souris qui fait des siennes. Donc, roi B3. Voilà, la tour ne peut plus mettre échec, elle doit partir. Alors, peu importe. Alors, même si... allez, on va jouer un coup un peu marrant sur tour G2. Tour échec. Roi prend, dame. Suivi donc de la récupération de la tour et donc du gain de la partie. Alors, je voulais revenir un tout petit peu en arrière dans cette position. On a vu que le roi vient sur E7 et qu'après il n'est plus sur les bonnes cases. Mais que se passe-t-il finalement s'il vient sur G7 et qu'il chope les bonnes cases et on ne pourra pas avec les blancs gagner en faisant tour H8, tour H7. Donc là en fait simplement les pièces en présence suffisent à gagner. Il suffit juste de bien les assembler. On va voir que c'est assez facile. Juste roi A7 par exemple. On protège le pion. On va sortir la tour et en fait on va s'arranger pour tourner autour de la tour avec le roi pour pouvoir permettre au pion d'avoir un chemin dégagé pour aller à la promotion. Donc roi A7, par exemple tour B1 pour bloquer, ben, on fait tour B8, on conteste. Donc là il ne peut pas échanger, s'il échange, tour prend, roi prend, on fait dame derrière, c'est pas possible. Donc tour C1, par exemple. Hein, A noter qu'il ne pourra jamais mettre échec, puisque s'il vient mettre échec sur C7, on met juste la tour en face, on force l'échange des tours, et la défaite est inévitable pour les noirs, ici aussi. Alors là, comme il fait tour C1, on peut faire roi A8, et en profiter pour gagner encore de l'espace, pour avancer dans la position. Tour E1, par exemple, A7, donc le pion avance petit à petit, tour D1, par exemple. Et maintenant, juste le coup de tour B6, avec l'idée de faire roi B7 et A8 dame, sans que les noirs ne puissent faire tour B1, mettre échec, et puis faire pleuvoir une série d'échecs verticaux, tout simplement. Et donc dans cette partie, il peut juste rien faire, c'est complètement perdu. S'il fait tour D8 échec, ben on part échec, et puis il n'a juste plus rien puisqu'on est protégé, on va faire dame. S'il fait ça, on fait juste ça et c'est fini, par exemple. Dans cette configuration. Alors il va mettre 2-3 échecs, on va revenir vers la tour, et une fois qu'on attaquera la tour, on menacera dame, et c'est imparable. Donc c'est gagné. Dans cette configuration, s'il fait le coup tour C1, ben on va simplement faire roi B7, on sort. Tour A1 par exemple, pour essayer de prendre la dame quand même, mais ça ne changera rien. Dame, alors on va pas faire tour A6 parce qu'il y aurait tour B1 échec, ça serait un peu embêtant. Ça gagnerait quand même, hein, puisque le roi pourrait revenir vers la tour noire, mais bon, par souci de simplicité, je vous montre cette variante-là directement pour pas jouer encore 15 coups. Donc tour A8, roi A8, et la finale est complètement gagnante, évidemment, puisqu'on a encore une fois ce fameux schéma de finale, tour roi contre roi, et donc ça, c'est gain. Alors ok, tout ça c'est bien joli, mais si je reprends la partie de Carlsen contre Aronian, donc voilà, Carlsen joue H6. Dans la partie, après H6, je remonte ce qui s'est joué. Tour B3. Voilà, ça c'est le coup d'Aronian. Roi C2. Tour B5. Et après, roi prend C3. Ben, Aronian, qui connaît la position de Vancouras, arrive dans la fameuse position de Vancouras avec tour F5. Et on a vu que ça, c'est impossible à gagner. Puisque dès que les blancs essaient de monter, ils se prennent des échecs, en fait, et c'est juste ingagnable. Ça, c'est le premier point. Maintenant, comment est-ce que dans la position initiale, ici, là, comment est-ce que Magnus Carlsen aurait pu gagner face à Levon Aronian? Eh bien, tout simplement, mais vraiment tout simplement, cette finale était vraiment simple. Quand on la connaît, c'est sûr c'est plus facile, mais roi C2, on bloque le pion, et en fait ici, les noirs ont très peu de coups à jouer. Des coups de tour perdent le pion, donc probablement un coup comme roi G7, H6 pour donner échec et avancer le pion, roi H7,
H4. Et encore une fois, en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'ici, la tour ne peut pas jouer. Sinon, le pion est perdu. Et donc, dans cette position-là, ça serait gain blanc. Donc, c'est le roi qui doit jouer. Le roi a 2 cases, soit G8, soit H8. On va dire H8. Et maintenant, on progresse, on gagne une rangée. Donc, tour A7. Et on contraint le roi noir à rester sur sa case, sur sa 8e rangée. Dans cette configuration-là, le roi G8 va être joué, par exemple. Alors, on peut jouer A6. Roi H8. H5, on avance les pions petit à petit, pourquoi pas. Roi G8. Et maintenant, un coup important qui va permettre de gagner la partie. Tour G7. Alors ici, roi H8, mais il faut faire extrêmement attention à une chose, c'est que dans cette configuration, le roi n'a pas de case de jeu. Donc le pat, il est partout. Hein. On fait A7, et là, gare à la tour folle après tour A2 échec. Puisque si on prend le pion, eh bien c'est nul, tout simplement parce que le roi est pat, donc on va faire des échecs latéraux sans arrêt avec les noirs. Hein. Par exemple, roi B4, tour A4, on va être obligé de prendre à un moment donné, et puis ça sera pat. Donc il faut éviter ça à tout prix, et donc il faut laisser le pion en jeu. C'est très important. Donc dans cette configuration, après tour A2 échec, il ne faut surtout pas prendre le pion, il faut le laisser comme ça. Ça peut laisser des coups d'attente pour les noirs et éviter un pat. Roi B2, roi B3, pardon, et ici, par exemple, tour A1 pour continuer à attaquer ce pion A7 à l'empêcher d'aller à dame, donc tour A1. Et juste un coup un peu précis qui va attaquer tout à la fois, tour C7, attaque le pion, et surtout défait les noirs de cette situation de patte du roi. Donc le roi maintenant il a la case G8, donc maintenant on peut prendre le pion noir, il n'y a plus de patte. Par exemple, si C2, roi prend C2, plus de patte. Et donc la partie va être gagnante assez facilement. Par exemple, tour A2 échec, roi B3, tour A1. Bon, et là, le gain est assez facile. Comme le roi noir est cantonné sur la dernière rangée, la 8e rangée, on a juste à faire, par exemple, tour C8 échec. Voilà. Roi H7, dame, et la partie est juste perdue. Tour prend, roi prend. Enfin voilà, c'est complètement gagné ici. Donc voilà comment Magnus Carlsen aurait dû jouer pour gagner cette partie contre Levon Aronian. Alors je vais revenir un tout petit peu en arrière. Il y a un coup que je n'avais pas vu dans l'analyse et qui me semble intéressant. Ici, après roi B3, c'est de faire tour échec. Mais en fait, ce coup-là ne fonctionne pas. Tout simplement parce qu'on a roi A3. Donc je voulais juste m'assurer de ça parce que j'avais pas... ce coup me fait tilt en fait en analysant la position avec vous, mais je l'avais pas vu avant. Et effectivement ici on empêche le coup tour B8 et sur tour B1 c'est juste mat en 2. Hein, voilà. Dame, promotion dame, tour B8, dame prend B8 mat. Mat de l'escalier classique qu'on retrouve très souvent quoi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Elle était un petit peu plus compliquée que ce que j'aurais espéré au départ. J'espère ne pas vous avoir perdu en cours de route. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, histoire de la promouvoir sur YouTube. Pareil, laissez-moi un petit commentaire pour me dire si ça a été trop compliqué, si vous avez pu suivre, si j'ai peut-être été un petit peu brouillon dans ma façon d'expliquer les choses. Peut-être que ça vous a paru un peu complexe, peut-être que je ne me suis pas très bien exprimé. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos suggestions éventuellement d'amélioration pour la suite. Quant à moi, je vous souhaite de très rapides progrès et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne Échec. Ciao ciao.